Donc, je vais vous proposer aujourd'hui le premier d'une série de séminaires destinés, comme je vous le disais tout à l'heure, à clarifier certains points du cours, à développer certains points du cours et autant que possible à mener au long des séances qui sont indiquées sur le site. La périodicité ne changera pas, c'est l'horaire que je vais me permettre de modifier légèrement de façon que nous ayons un quart d'heure de répit entre le cours et le séminaire. Donc, ces séances donc, sont censées permettre d'affiner au fil du temps notre réflexion sur la méthode en histoire de la philosophie. Donc, je commencerai aujourd'hui par quelques remarques sur la notion d'archéologie philosophique, c'est bien le moins que je puisse faire, n'est-ce pas, à laquelle j'ai fait plusieurs allusions dans les cours, mais aussi que j'avais mentionné, pour celles et ceux qui y assistaient, dans la leçon inaugurale du 13 février. Et nous ne quittons pas Kant, puisque, comme vous le savez, comme nous allons le voir, c'est Kant qui, le revoir, c'est Kant qui a introduit l'expression d'archéologie philosophique dans un texte rédigé en 1793, mais qui, sauf erreur, a été publié seulement en 1804, en réponse à une question qui avait été mise au concours par l'Académie de Berlin auparavant, et là encore, sauf erreur de ma part, en 1791. Et comme dans tous ces concours, on pose une question, ceux qui participent au concours sont censés y répondre. La question était: quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff? Donc, dans ce texte, dans cette réponse, Kant risquait, comme je l'avais dit dans la leçon du 13 février, cet oxymore, une histoire a priori, dont Foucault a tiré la formule a priori historique, deux mots qui, juxtaposés, a priori et historique, faisait, avouait-il lui-même, dans l'archéologie du savoir 1969, donc page 167, deux mots qui, juxtaposés, écrivait-il, font un effet un peu criant. Veut-il dire discordant? Criant en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc, de l'effet que produit ou que ne produit pas cette formule de Foucault, dont la première apparition remonte probablement à l'ouvrage intitulé « Naissance de la clinique » en 1963, notamment dans le passage qui évoque, qui évoque la constitution, je cite, de l'a priori historique et concret du regard médical moderne. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit de l'effet de cette formule, peut être introduite pour la première fois dans Naissance de la clinique, je vous renvoie sur ce point au très bel article de Jean-François Courtine, Foucault, lecteur de Husserl, dont j'aurai l'occasion de reparler. En tout cas, quel que soit l'effet produit par cette formule, elle existait d'une certaine manière avant lui, a priori historique, puisque la formule, comme l'a démontré Courtine,
figure dans l'origine de la géométrie de Husserl, texte qui, comme on le sait, et comme s'en souviennent ceux de ma génération, a été traduit par Derrida en 1962. L'origine de la géométrie, ça a été un grand événement, je dois dire, enfin pour certains, que la publication de ce texte, l'origine de la géométrie, en 62. Bon, alors, pour d'autres, ça l'a été après coup, comme pour moi. Mais enfin, en tout cas, dans l'origine de la géométrie de Husserl, vous trouvez cette formule. Évidemment, dans un tout autre sens, un sens, pour ainsi dire, diamétralement opposé à celui que l'expression a chez Foucault. Quel sens a l'expression chez Foucault? Tel que Foucault l'emploie, comme on va le voir dans l'archéologie du savoir. L'expression a priori historique a le sens qu'elle avait déjà dès 1966 dans Les mots et les choses, où elle figure, cette expression, sans y être précisément argumentée. Dans Les mots et les choses, l'expression d'a priori historique correspond à une sorte de projet, de programme qui, dans l'archéologie du savoir, est enfin clairement défini et entièrement explicité. Un programme qui est fascinant pour l'historien de la philosophie et particulièrement pour le médiéviste. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que... Il y a un petit problème sur mon écran, mais bon, le programme est de déterminer la forme de positivité d'un discours. On arrive au moins à lire cela, la forme de positivité d'un discours, déterminer la forme de positivité d'un discours, définissant à un moment donné, je regrette que vous n'ayez pas tout sous les yeux, mais le champ où peuvent éventuellement se déployer ce que Foucault appelle des identités formelles, des continuités thématiques, des translations de concepts et des jeux polémiques. Alors, on espère que ça... Mais non, ça ne... Bon. Alors, je reprendrai ces 4 expressions, mais dans l'immédiat, je veux attirer votre attention sur positivité d'un discours. Je veux insister sur ce point, ce qui fait le cœur de la découverte de Foucault pour l'historien de la philosophie, et particulièrement pour l'historien de la philosophie médiévale, c'est, selon moi, la découverte de ce qu'il appelle précisément la positivité d'un discours. Alors, dans le chapitre de l'archéologie du savoir, intitulé « L'a priori historique et l'archive », Foucault définit ainsi la positivité d'un discours. Ce qui, dit-il, ce qui caractérise le discours, l'unité de ce discours à travers le temps, ce qui caractérise l'unité d'un discours à travers le temps, au-delà, et même, dit-il, bien au-delà des œuvres individuelles, des livres et des textes. Comme exemple de discours, Foucault donne l'histoire naturelle, l'économie politique et la médecine clinique. Voilà les 3 discours sur lesquels il se penche, enfin qu'il mentionne, qu'il rappelle dans l'archéologie du savoir. L'histoire naturelle, l'économie politique, la médecine clinique. Il s'agit de 3 des chevaux de bataille de ces travaux antérieurs. L'histoire naturelle et l'économie politique dans Les mots et les choses.
où le troisième larron, si je puis dire, était constitué par la grammaire et la philologie, le langage. Donc, histoire naturelle, économie politique, c'est ce dont il a été question dans les mots et les choses. Il manque la grammaire et la philologie, et la médecine clinique, c'est évidemment ce qui était au cœur de naissance de la clinique. Alors, voilà trois formes de discours. Ce que dit Foucault, c'est que ces discours présentent une forme d'unité à travers le temps qui réside bien au-delà des œuvres individuelles, des livres et des textes. Livres et œuvres, les livres, les œuvres, font partie de ce que Foucault appelle les unités que la mise en jeu des concepts de discontinuité, de rupture, de seuil, de limite, de série et de transformation impose à l'analyse historique de mettre en suspens. Donc l'historien qui veut se mettre à l'école de Foucault, autrement dit pratiquer une histoire qui ne serait pas de type continuiste et qui ferait toute sa place à la discontinuité et donc aussi à la rupture, au seuil, aux limites, aux séries, aux transformations, eh bien, un historien qui suivrait ce programme devrait d'entrée de jeu, mettre entre parenthèses, pour ainsi dire, mettre en suspens ces catégories auxquelles nous recourons si spontanément lorsque nous faisons de l'histoire, les livres, les œuvres. Et ces deux types d'entités, livres et œuvres, étant celles qui s'imposent, dit-il, de la façon la plus immédiate, page 33 de l'Archéologie du savoir. Alors, que cherche Foucault? Une unité transtemporelle dans un discours qui ne serait pas déterminé par les formes de continuité auxquelles se confie habituellement l'historien. Une unité. Alors, qui ne permettrait pas de dire si un tel ou un tel, X ou Y, dit vrai. Une unité qui ne permettrait pas de dire si un tel ou un tel, X ou Y, raisonne juste, qui ne permettrait même pas de dire s'il est cohérent, ni même de dire laquelle des œuvres de X ou Y réalise le mieux le projet général d'une science déterminée. Alors c'est très scandaleux pour certains, n'est-ce pas, de dire comment vous faites de l'histoire et vous n'allez même pas vous demander si ce que dit l'auteur dont vous parlez, le livre que vous analysez, l'œuvre que vous présentez, dit vrai, si les raisonnements qu'elle contient ou qu'il propose sont justes, si même tout ce qu'on trouve là est cohérent. Ça n'est pas cela qui est cherché. Ce qui est cherché, en revanche, et obtenu si l'on s'en tient à la quête de cette unité transtemporelle que j'appelle l'unité recherchée, ici, ce qui est obtenu, ce que cette unité va permettre de dire, ça n'est pas rien pour l'historien. C'est de dire dans quelle mesure X et Y parlent bien de la même chose. Si Platon et Marx parlent bien de la même chose. Si Platon et Rawls parlent bien de la même chose. Et ça va être évidemment plus subtil que ça, n'est-ce pas?
ça permet de définir ce que Foucault appelle un espace limité de communication. Alors chaque terme est à expliquer. Cet espace, dit Foucault, est relativement restreint, puisqu'il est loin, dit-il, d'avoir l'ampleur d'une science prise dans tout son devenir historique. Depuis sa plus lointaine origine jusqu'à son point actuel d'accomplissement. Il est donc relativement restreint, puisqu'il ne va pas s'étendre à toute l'histoire d'une science, considérée dans tout son devenir, tous les éléments de son devenir, tous les aspects de son devenir. Mais il est plus étendu, donc il est à la fois restreint et étendu, plus restreint, plus étendu, il est plus étendu que le jeu des influences qui a pu s'exercer d'un auteur à un autre, ou que le domaine des polémiques explicites. Alors, je vais lire rapidement deux citations qui ne sont pas reproduites ici. Pour le premier point, qui était de dire, c'était ma formulation, dans quelle mesure X et Y parlent bien de la même chose. Si vous vous reportez à la page 166 de l'archéologie du savoir, vous verrez que cette unité recherchée, je cite, ne permet certainement pas de décider qui disait vrai, qui raisonnait rigoureusement, qui se conformait le mieux à ses propres postulats de Linné ou de Buffon, de Quesnay ou de Turgot, de Brousset ou de Bichat. Elle ne permet pas non plus de dire laquelle de ses œuvres était la plus proche d'une destination première ou ultime, laquelle formulerait le plus radicalement le projet général d'une science, une de ces trois sciences qu'on a mentionnées tout à l'heure. Mais ce qu'elle permet de faire apparaître, c'est la mesure selon laquelle Buffon et Linné, ou Turgot et Quesnay, Brousset et Bichat, parlaient de la même chose, en se plaçant au même niveau ou à la même distance, en déployant le même champ conceptuel et en s'opposant sur le même champ de bataille. Elle fait apparaître en revanche pourquoi on ne peut pas dire que Darwin parle de la même chose que Diderot. Là, on donne des exemples précis. D'autres. Le deuxième point, ce que Foucault cherche donc et qui importe particulièrement, me semble-t-il, pour le médiévisme, c'est cet espace limité de communication. C'est la quête de cet espace limité de communication qui permet de dire que deux auteurs, que deux acteurs, que deux locuteurs, quel que soit ce qui par ailleurs les sépare, parlent bien de la même chose. Dans ce que l'on vient de voir, il est question de niveau, il est question de distance, de champ, de concept et de bataille. L'a priori historique foucaldien singularise, si vous voulez, la démarche de l'archéologue par rapport aux trois types d'histoires couramment pratiquées. Et que la quête de l'unité, cette fameuse unité recherchée, cette unité transtemporelle, les conditions de possibilité d'une telle assignation d'unité au long du temps, singularise la démarche de l'archéologue par rapport à celle des trois autres sortes d'historiens qui interviennent dans les domaines qui nous sont proches et que Foucault mentionne, l'histoire des problèmes, l'histoire des idées et l'histoire des mentalités. Donc Foucault, dans l'archéologie du savoir, cherche à prendre position par rapport à et à se démarquer de ces trois types d'histoires qui sont extrêmement proches de nous et que nous pratiquons très souvent, à dire vrai, l'histoire des problèmes, bien sûr, l'histoire des idées et l'histoire des mentalités. Pour lui, l'a priori historique, cette formule qui a un effet un peu criant, bon, mais cet a priori historique, on va pouvoir dire de quoi il est constitué, c'est bien le problème, et c'est bien ce qui va nous permettre de singulariser l'archéologie par rapport à l'histoire des problèmes, l'histoire des idées, l'histoire des mentalités. Donc, l'a priori historique, dit Foucault,
encore quelques citations, n'est pas constitué par un équipement de problèmes constants. Vous voyez, a priori historique, on va dire, bon, ben, c'est l'horizon récurrent, c'est l'horizon de manifestation qui fait que, comme de pauvres mouches sur une lampe allumée dans une nuit d'été, n'est-ce pas, nous venons buter indéfiniment et toujours, attirés par la même lumière qui reste toujours là, et nous prendre... Bon, il n'y a pas un équipement de problèmes constants que les phénomènes concrets ne cesseraient de présenter comme autant d'énigmes à la curiosité des hommes. Donc, ça n'est pas parce que l'a priori historique permet de singulariser la démarche de l'archéologue par rapport à l'historien des problèmes, ce n'est pas pour cela qu'il faut croire que l'archéologie philosophique, par exemple, ou l'archéologie du savoir plus généralement, a affaire à des problèmes constants qui ne changeraient jamais. Pas passer d'un extrême à l'autre. L'a priori historique, ça n'est pas ce que Foucault va appeler un a priori formel, hein, mais bon, je n'entre pas non plus là tout de suite. Il n'est pas constitué par un équipement de problèmes constants que les phénomènes concrets ne cesseraient de présenter comme autant d'énigmes à la curiosité des hommes. Deuxième point, il n'est pas fait non plus d'un certain état des connaissances sédimentées au cours des âges précédents et servant de sol au progrès plus ou moins inégaux ou rapides de la rationalité. Alors, premier point, Foucault prend ses marques par rapport à l'histoire des problèmes en refusant la notion de problème récurrent, hein, et vous devinez déjà pourquoi, parce que ce qu'on appelle l'histoire des problèmes, c'est plutôt une histoire des réponses qu'une histoire des problèmes. C'est l'histoire des réponses qu'on apporte à un problème qui revient tout le temps. Bon, si c'est ça l'histoire des problèmes, alors ça n'est pas l'archéologie du savoir. Si maintenant il y a une histoire des problèmes, alors c'est autre chose. Si les problèmes changent, on va voir. Mais si pour vous, l'histoire des problèmes, c'est l'histoire des réponses apportées à un problème qui se pose le même de Platon à Rawls, alors bon, ça n'est pas cela qu'on va appeler l'a priori historique. C'est plus subtil. Il n'est pas non plus fait d'un certain état des connaissances sédimentées, ça c'est pour l'histoire des idées. Et enfin, troisièmement, il n'est sans doute même pas déterminé, dit Foucault, par ce qu'on appelle la mentalité ou les cadres de pensée d'une époque donnée, s'il faut entendre par là le profil historique des intérêts spéculatifs, des crédulités ou des grandes options théoriques. Bien, voilà trois perspectives qu'on a évacuées. Mais on reste un tout petit peu sur sa fin. On dit, mais alors de quoi vous occupez-vous si vous ne nous proposez pas des problèmes récurrents, des connaissances sédimentées et des cadres de pensée qui détermineraient la manière dont vous produisez un savoir à une époque donnée. Eh bien, déjà, il faut avoir en tête le quatrième point pour bien entendre ce qui vient d'être dit. L'a priori foucaldien n'est pas, dit-il, condition de validité pour des jugements, mais condition de réalité pour des énoncés. Donc ce que l'archéologue doit se donner comme objectif, c'est de rendre compte des conditions de réalité d'un certain nombre d'énoncés sur une période que nous qualifierons ensuite. Il ne s'agit pas, et c'est cela qui faisait le scandale tout à l'heure, peut-être pour certains ou certaines, de réfléchir sur les conditions de validité de jugement qui auraient été portés par tel philosophe, tel savant au cours de l'histoire. Conditions de réalité pour des énoncés. Il ne s'agit pas donc de retrouver ce qui pourrait rendre légitime une assertion, selon nos critères, mais d'isoler les conditions d'émergence des énoncés. C'est vraiment un programme extraordinairement précis et fort. Isoler les conditions d'émergence des énoncés, la loi de leur coexistence avec d'autres, la forme spécifique de leur mode d'être,
les principes selon lesquels il subsiste se transforment et disparaissent. On a envie de dire, on est un peu écrasé face à une tâche pareille. Isoler les conditions d'émergence des énoncés, ça serait déjà pas mal, mais trouver la loi de leur coexistence avec d'autres, et la forme spécifique de leur mode d'être, et enfin les principes selon lesquels ils subsistent, se transforment et disparaissent, quel programme? Eh bien, oui, quel programme, mais c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle d'archéologie du savoir. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'a priori de vérité qui pourrait bien n'avoir jamais été dite, dit Foucault, ni réellement donnée à l'expérience. Il s'agit en fait d'une histoire donnée, d'une histoire qui se veut l'histoire des choses qui ont été effectivement dites. Donc vous devez rendre compte des choses qui ont été effectivement dites. Mais vous voyez ce que signifie rendre compte. Conditions d'émergence des énoncés, loi de coexistence, forme d'être, des modes d'être et principes d'apparition, de subsistance et de disparition. Histoire des choses effectivement dites, conditions de réalité pour des énoncés, conditions de réalité, conditions de validité. On se dit, mais il manque les conditions de possibilité, c'est bien curieux, pourquoi ça porte... Bon, effectivement, on les retrouve ailleurs, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce point, sur l'opposition entre validité et réalité, parce qu'une fois de plus, il s'agit d'une opposition qui est, je pense, héritée du néo-kantisme. Mais je n'évoque pas cela tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que les propos foucaldiens rendent une tonalité kantienne. La tonalité kantienne des propos de Foucault frappe. Ce n'est pas le fait du hasard. Foucault est un grand lecteur de Kant. Et n'oublions pas que c'est aussi un grand traducteur de Kant. J'y reviendrai. Mais vous le savez déjà, on l'a évoqué déjà, il a traduit l'anthropologie d'un point de vue pragmatique. Bon, c'est sa thèse complémentaire. Bon, c'est en tout cas en référence expresse à Kant que, dans une célèbre polémique avec George Steiner, Foucault invoque l'idée d'une histoire philosophante ou philosophique de la philosophie, entendue comme philosophische Archäologie, archéologie philosophique, il reprend l'expression de Kant, dans la lecture qu'il en donne, et dans la lecture qu'il en donne, l'archéologie philosophique, la philosophische Archäologie, n'est rien d'autre que, définition, l'histoire de ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les conditions d'émergence, sur la loi de coexistence, etc., vous pouvez essayer de le ramasser en une formule, ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée. Le texte dont je m'inspire ici s'intitule « Les monstruosités de la critique ». Vous le retrouvez dans « Dits et écrits », dans l'édition 2 volumes, c'est le texte numéro 100, page 221, et c'est une réponse à George Steiner, le dernier mandarin, ou le mandarin de l'heure, n'est-ce pas, Michel Foucault, qui était paru donc dans The New York Times Book Review. Donc c'est en répondant à Steiner que Foucault renvoie à Kant. Bon, ça on le sait, plus ou moins. Mais la dimension authentiquement et en tout cas originairement kantienne du propos de Foucault est confirmée par le fait que dans cette polémique avec George Steiner, qu'il faut aller lire, l'histoire naturelle se retrouve immédiatement
après l'archéologie philosophique. Et ceci à propos de l'influence supposée d'Arthur Lovejoy l'auteur de La grande chaîne de l'être, The Great Chain of Being, qui est le maître-livre de l'histoire des idées. L'influence supposée donc de la grande chaîne de l'être sur les mots et les choses, que Steiner pointe et que Foucault rejette. Mais donc c'est intéressant de voir apparaître l'histoire naturelle dans cette polémique entre les deux auteurs, Steiner et Foucault, voir l'histoire naturelle apparaître immédiatement après l'archéologie philosophique dans le débat qui va s'instaurer entre Foucault et Steiner. Pourquoi ? Parce que dans l'usage kantien du mot archéologie, il y a bien sûr l'archéologie philosophique dont je viens de parler, philosophische Archäologie, mais il y a aussi cette formule de prime abord plus étonnante encore, qui est Archäologie der Natur, l'archéologie de la nature. Les deux expressions, archéologie de la nature et archéologie philosophique, ont un point commun, le mot histoire. Le mot histoire qui apparaît bien sûr dans Histoire de la philosophie, archéologie philosophique et histoire de la philosophie, voilà un beau titre, mais le mot histoire apparaît aussi dans Histoire naturelle. Donc vous avez archéologie de la nature et histoire naturelle. Toutes deux disent à leur manière, ces expressions, archéologie philosophique et archéologie de la nature, chez Kant, une implication mutuelle de l'arché et du télos, du principe, arché, et du télos, la fin. Arché, télos, bon, ça sent bon 68, n'est-ce pas, la circularité de l'arché et du télos, mais bon, ce n'est pas une invention ni de Foucault, ni de moi, ni de qui que ce soit d'autre que Kant. Cette circularité du principe et de la fin, puisque c'est dans le cadre de l'appendice de la critique de la faculté de juger, la troisième critique de Kant, consacrée à ce qu'il appelle la Kant, n'est-ce pas, la méthodologie de la faculté de juger téléologique. Télos, la méthodologie de la faculté téléologique que Kant introduit l'idée d'archéologie de la nature. Donc, une chose mérite l'attention, l'archéologie a une visée explicative qui combine explicitement, vraiment, mécanisme et finalité. Mécanisme et finalité. C'est clair pour l'archéologie de la nature, si vous vous reportez à cette méthodologie de la faculté de juger téléologique, mécanisme et finalité, arché et télos, c'est clair pour l'archéologie de la nature, mais ça l'est aussi pour l'histoire dite philosophante, philosophique de la philosophie, qui, je cite, contre l'ergotage à propos de l'origine des opinions qui ont jailli par hasard ici ou là. Kant s'en prend à l'ergotage à propos des opinions qui ont jailli par hasard ici ou là, prétend, tel que l'entend donc Foucault, lecteur de Kant, s'attacher en histoire, alors là il prononce la phrase, aux conditions de possibilité. Donc vous voyez, les conditions de possibilité, c'est en fait les conditions de réalité des énoncés. C'est de ça que va s'occuper l'archéologue. Foucault applique d'ailleurs à Kant l'archéologie philosophique dans sa thèse complémentaire, puisqu'il évoque ce qu'on pourrait me reprocher, n'est-ce pas, c'est de faire de l'anti-Foucault sous le nom de Foucault, ce que fait toute personne raisonnable fait toujours, n'est-ce pas, on se réclame d'un tel pour faire le contraire de ce qu'il a dit en général, mais enfin, ça n'est certes pas mon intention, car je ne suis pas raisonnable de ce point de vue. L'archéologie philosophique est appliquée par Foucault à Kant dans sa thèse complémentaire,
puisqu'il y évoque l'archéologie du texte, l'expression est là, en toutes lettres. Certes, il ne semble pas en admettre la possibilité, Foucault, mais l'expression est là. Donc après, on peut se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une archéologie des textes? Ça pourrait sembler assez contradictoire avec ce que j'évoquais tout à l'heure, où on nous invitait à nous situer en deçà de, ou bien au-delà de, des œuvres, des livres et des textes. Mais bon, on verra. L'archéologie du texte. Et il parle aussi de l'archéologie d'un terme. Dans ce commentaire, donc, que constitue sa deuxième partie de sa thèse complémentaire, le commentaire de la traduction de l'anthropologie du point de vue pragmatique de Kant par Foucault, vous trouvez sous la plume de Foucault, jeune docteur, n'est-ce pas, les deux expressions archéologie du texte et archéologie d'un terme. L'archéologie d'un terme que là il nous propose, c'est l'archéologie du terme anthropologie, dont la forme, dit-il, sinon le sort, était déjà fixé au XVIe siècle. Et alors là, je sors ce lapin de mon chapeau. Revoilà le XVIe siècle. Tout à l'heure, on avait la question du sujet, la question de l'homme qui tout à coup se retrouvait simultanément posée au XVIIIe. Et voilà que... alors, on notait une incohérence, mais maintenant, nous voilà transportés pour les deux au XVIe, d'une certaine façon, puisque la forme, sinon le sort, de l'anthropologie était déjà fixée au XVIe siècle, avant de donner, donc, vous avez cette analyse de l'archéologie d'un terme, donc, avant de donner une véritablement mémorable analyse du rapport entre anthropologie et critique chez Kant, et une mémorable genèse de ce que Foucault appelle, je cite, l'illusion anthropologique, dont il faut nous déprendre et nous débarrasser. Vous rappelez qu'on a évoqué la nécessité de déraciner l'anthropologie lors du premier cours. Donc c'est ce sens foucaldien de l'archéologie qui combine genèse et structure, ou, comme il l'écrit lui-même donc dans sa thèse complémentaire, dans son analyse du texte de Kant, ce qu'il appelle perspective génétique et méthode structurale. Et vous trouvez ça, le jeune Foucault a une perspective, je cite, génétique et une méthode structurale. Bon, genèse et structure, c'est un grand couple des années 60. Donc c'est cette perspective, marquée par la rencontre de la perspective génétique et de la méthode structurelle, que je reprends dans mon propre travail, ou plus précisément, ce que je reprends donc, c'est le projet tracé par Foucault dès 1966, dans la préface des mots et des choses. Le projet d'archéologie qui est tracé donc, dans la préface des mots et des choses. Déterminer à partir de quoi connaissances et théories ont été possibles, selon quel espace d'ordre s'est constitué le savoir, sur fond de quel a priori historique, et dans l'élément de quelle positivité des idées ont pu apparaître, des sciences se constituer, des expériences se réfléchir dans des philosophies, des rationalités se former pour peut-être se dénouer et s'évanouir bientôt. Alors, dans mes premiers travaux d'histoire de la logique, j'ai suivi, autant que possible, le programme de la préface des mots et des choses, conforme au sens foucaldien de l'archéologie, combinant donc perspective génétique et méthode structurale. Parce que, en un sens, tout m'y poussait. La matière médiévale elle-même
mais aussi, chacun étant fils de son temps, n'est-ce pas, mon propre parcours, si je peux me permettre cette confidence, d'étudiant en philosophie, qui était profondément marqué au départ par le structuralisme donc, du successeur de Gilson au Collège de France, Martial Guéroult. Les gens de ma génération, lorsqu'ils étudiaient en Sorbonne, par exemple, devaient choisir entre Alquier et Guéroult. Vous ne pouviez pas, c'était aussi grave que Pchit Citron et Pchit Orange ou que Vitel Délice. On ne pouvait pas suivre les deux, pas, être utraquiste, communier sous les deux espèces. Alors bon, Martial Guéroult, dont l'évolution et la structure, c'est presque à un mot près, c'est genèse et structure, hein, ça c'est Hippolyte, mais dont l'évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte avaient été, bon, mon livre de chevet, parce que j'avais commencé mes études en travaillant sur Fichte. Donc, Guéroult, auquel Foucault lui-même a rendu une sorte d'hommage compliqué dans l'introduction de l'archéologie du savoir, là où, effectivement, page 11-12, n'est-ce pas, il rend hommage à la substitution opérée par Guéroult relativement aux objets habituels de l'histoire de la philosophie, il le loue, si je puis dire, pour s'être enquis, s'être occupé, je cite, des cohérences internes, des axiomes, des chaînes déductives, les compatibilités, plutôt que, s'être occupé de décrire des influences, des traditions et des continuités culturelles. Vous voyez, cet hommage discret à Guéroult, parce que, bien sûr, Foucault n'est pas guéroutien, hein, bon. Mais quand même, il y a le fait de s'être intéressé aux cohérences internes, aux axiomes, aux chaînes déductives, aux compatibilités, plutôt qu'à la description des influences, des traditions et des continuités culturelles. Alors, bien, reprendre le programme des mots et des choses dans un domaine comme celui de l'histoire de la logique médiévale pouvait sembler tout à fait absurde. Mais bon, j'ai mis un peu d'eau dans ce vin disons, en cherchant avec d'autres, hein, à l'époque, un peu isolé en France quand même, mais à infléchir, si vous voulez, les notions d'épistémé, de champ de présence, d'a priori historique de Foucault. Et cela grâce donc à la lecture d'un texte que je cite souvent, j'ai cité dans ma leçon inaugurale, et sur lequel il faut quand même dire quelques petites choses plus précises que ce que j'en ai dit jusqu'ici, à savoir l'autobiographie de Robin George Collingwood. Donc ce philosophe anglais qui, je crois, est à peu près totalement oublié en France, mais pas nécessairement partout. Il n'est pas, par exemple, au Québec, mais Collingwood a été professeur de philosophie métaphysique à Oxford, une courte période, hein, de 1935 à 1941. Le texte de référence, je veux dire, pour moi, ici, aujourd'hui, dans les quelques minutes qui nous restent, et le point de départ de mes lectures, c'était ça, seulement ça, cette autobiographie intellectuelle. Autobiography, donc je cite dans une édition récente, hein, de 1970, qui a été traduite en français par Guy Le Goffet, psychanalyste, entre autres choses, sous le titre de « Toute histoire est histoire d'une pensée », autobiographie d'un philosophe archéologue en 2010. Vous voyez que c'est tout à fait récent quand même,
une traduction d'un texte très important, à mes yeux, de Collingwood. Alors, cette œuvre m'a aidé évidemment à mieux comprendre mon activité. Elle m'a encouragé à poursuivre des recherches dans le domaine de l'histoire des corpus, comme mais que lit-on vraiment, hein? Elle m'a fourni quelques principes de base de l'approche que je disais à une époque épistémique et que je dis maintenant archéologique. Bon. Mais ce qu'il faut dire et avouer, c'est qu'au moment où je lisais l'autobiographie de Collingwood, je n'avais pas accès à son grand texte. Il existait, hein, mais je ne l'avais pas lu, c'est tout. L'essai on Metaphysics, son essai sur la métaphysique, où il développe sa théorie métaphysique la plus célèbre et la plus controversée, la théorie de ce qu'il appelle les présuppositions absolues, absolute presuppositions, hein, qui ont fait qu'on a pu lui reprocher de faire le lit du relativisme. Bon, je reviendrai sur ce point par la suite. Je me contente aujourd'hui de vous dire ce que je tirais de ma lecture partielle de Collingwood, c'est-à-dire en fait de l'autobiographie. Et ce que j'en tirais, c'est tout simple, c'est que le territoire de l'historien de la philosophie était constitué non pas de problèmes, mais de complexes of questions and answers. Complexes of questions and answers. Collingwood rejetait l'existence de problèmes permanents, éternels, comme on dit, et ce qui passait pour tel à ses yeux était constitué par un nombre à chaque fois variable, n'est-ce pas, de micro-problèmes transitoires, petits problèmes transitoires, dont les particularités historiques étaient brouillées par la myopie de celui qui les assimilait sous un même grand nom générique. Vous voyez ? Alors, abandonnant donc la notion de problèmes généraux, éternels, supratemporels, supposés invariants de Platon à nos jours, comme le problème des universaux, hein, j'ai repris suivant les pas de Collingwood la notion de complexes of questions and answers, en français, complexe de questions et réponses, avec les fameux acronymes, les CQR, n'est-ce pas, complexe de questions et de réponses, exemplairement illustré par la différence qui existe entre le questionnaire de Porphyre, le point de départ antico-médiéval de ce que nous appelons le problème des universaux, et le problème des universaux tel que nous le connaissons de nos jours. Donc, la principale différence, disons, entre l'histoire à la Collingwood et l'histoire des problèmes, c'est le holisme, en fait. Si vous partez de l'idée que les grands problèmes, comme on dit, sont constitués de séries de complexes de questions et de réponses, alors vous voyez pourquoi, comme je le disais dans la leçon inaugurale le 13 février, il ne suffit pas pour faire un travail d'archéologie philosophique d'exhumer des thèses d'un point de vue atomistique, hein. Il faut plutôt réactiver ou, comme l'écrit et le traduit Ricoeur, qui a été un des rares historiens et philosophes à s'intéresser un peu, et même relativement, à Collingwood. Vous trouvez ça dans le texte de Ricoeur intitulé « La mémoire, l'histoire, l'oubli », hein, qui est un très beau livre. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Vous avez, par exemple, page 495-496, une présentation de ce qu'il appelle la thèse de Collingwood sur, enfin les opinions de Collingwood sur ce qu'il appelle la réeffectuation du passé dans le présent. Donc, Ricoeur a proposé une traduction de ce qu'on va voir en anglais, réeffectuation du passé dans le présent. Donc, le travail d'un historien qui suit la méthode de Collingwood, qui voudrait donc faire œuvre
d'archéologue de la philosophie au sens où je l'entends, ça consiste à réeffectuer un questionnaire. Le questionnaire d'origine qui comporte comme série de réponses un certain nombre d'énoncés qui sont autant de réponses à autant de questions. Et il faut prendre ensemble la réponse et la question, et non seulement la réponse et la question, mais le questionnaire dans lequel s'insère la réponse et sa question. Vous voyez, ce sont des questionnaires d'ensemble, hein, un questionnaire d'origine. C'est la méthode donc que Collingwood et d'autres ont appelée, que se passe-t-il ? Constructive reenactment. Alors ça, c'est l'expression de Collingwood. La réeffectuation constructive, mais la formulation la plus générale en est donnée par un des philosophes qui se sont intéressés à Collingwood et à son ouvrage, mais aussi aux thèses qu'il développe, Idea of History. Il y a un livre de Collingwood qui s'appelle The Idea of History, l'idée de l'histoire. C'est M. Drey qui a écrit donc l'histoire comme réeffectuation, hein, et qui propose cette formule qui synthétise les thèses de Collingwood. Deux idées majeures de Collingwood, le reenactment, la réeffectuation, hein, et la remise en acte, traduit Guy Le Goffet, et d'une part, et d'autre part, la célèbre phrase de Collingwood, peut-être la seule qu'il ait laissée à la postérité, « All history is the history of thought », toute histoire est histoire de, alors, of thought, de la pensée, d'une pensée, une histoire de pensée. Bon, vous voyez, bien, toute histoire est histoire de la pensée. Alors, réactiver un questionnaire, le reenactment, c'est refaire d'un questionnaire apparemment mort un questionnement. J'ai dit dans ma leçon inaugurale, la seule façon de faire de l'histoire de la philosophie médiévale, c'est de faire de la philosophie médiévale. Donc, réactiver un questionnaire, c'est en refaire un questionnement. Alors, pour, au fond, comprendre cela, et avant même d'avoir lu Collingwood, d'ailleurs, j'avais lu sous la plume de Lévi-Strauss une distinction qui me paraît encore extrêmement intéressante pour situer la démarche de l'archéologue. C'est de servir, disons, de la distinction que faisait Claude Lévi-Strauss entre les objectifs respectifs de la sociologie et de l'anthropologie. La sociologie, faire la science sociale de l'observateur. L'anthropologie, élaborer, plus exactement, pour citer la phrase exacte, élaborer la science sociale de l'observé. Et cette distinction entre faire la science sociale de l'observateur et élaborer la science sociale de l'observé, entre la sociologie et l'anthropologie, me semblait susceptible d'éclairer, en tout cas, d'éclairer la tâche de l'historien de la philosophie médiévale par rapport à celle du philosophe tout court. Je plaçais du côté, à tort ou à raison, hein, je plaçais l'historien aux côtés de l'anthropologue et le philosophe du côté du sociologue. Faire la science sociale de l'observé, hein, ça voulait dire, si on rejoignait problématique plus familière peut-être, le principe méthodologique de l'historien des sciences, aujourd'hui disparu, John Murdoch, qui disait qu'il fallait comprendre, understand, a medieval philosopher, un philosophe du Moyen-Âge, in his own terms, avec ses propres mots, dans ses propres mots, dans ses mots à lui. Donc la notion de
réactivation, de reenactment, de réeffectuation, me semblait et me semble toujours aller plus loin. Elle réclame de faire sien non seulement évidemment les vocables d'un philosophe, non seulement les vocables d'un philosophe, mais aussi ce que Foucault appelle les jeux de vérité. Les jeux de vérité que sont les complexes constitués de questions et de réponses. Et au-delà de ces jeux, l'articulation elle-même, n'est-ce pas, la structure, selon le mot de Collingwood, la structure de ces complexes dans le cadre d'une décidément, d'une logique que Collingwood appelle la logique des questions ou de questions et de réponses. Alors, quelques mots sur cette logique. Il me semble qu'avec les CQR, les complexes constitués de questions et de réponses, on prolonge d'une façon remarquable ce que Rorty appelle la contrainte de Skinner. Voyons plus précisément. Collingwood, dans son autobiographie, nous raconte en somme comment il en est venu à ces complexes of questions and answers. J'ai commencé par observer qu'il nous est impossible de découvrir ce qu'une personne veut dire en se limitant à l'étude de ce qu'elle énonce à l'oral ou à l'écrit, même si elle parle ou écrit avec une maîtrise parfaite de la langue et une véritable intention de dire la vérité. Afin de découvrir ce qu'elle veut dire. Alors, c'est la tâche de l'historien quand même. Que veut dire Kant quand il dit que? Que veut dire Platon quand il dit que? Que veut dire Rawls quand il dit que? Afin de découvrir ce qu'une personne veut dire, il nous faut aussi savoir quelle était la question. Question qu'elle a à l'esprit et qu'elle suppose que vous avez au vôtre, à laquelle elle était censée répondre ce qu'elle a dit ou écrit. La réponse est toujours à prendre comme une réponse à une question que celui qui veut évaluer la pseudo-thèse doit connaître s'il veut bien entendre la thèse comme une réponse à une question. Vous ne pouvez connaître la réponse sans connaître la question. Bon. La question, ou plutôt, dit Collingwood, une série de questions articulées dans un complexe. C'est ce que Collingwood appelle le principe de corrélativité entre questions et réponses. L'historien doit travailler dans cet horizon, l'horizon d'une corrélativité entre questions et réponses, et il doit l'assumer dans toute son ampleur. Eh bien, cette attention donnée à la question, à l'articulation question-réponse, et la tentative d'élaborer une logique nouvelle qui serait la logique des questions-réponses, eh bien, dit-il, elle a pour première cible et au fond première raison d'être le fait que Collingwood, professeur de métaphysique, rejette l'unité de base de ce qui pourtant était véritablement l'entité, je dirais, obsédante à l'époque, à savoir, dans le travail du métaphysicien, à savoir la proposition. La proposition. Et il s'intéresse aux questions-réponses plutôt qu'à la proposition, parce que, dit-il, la proposition du logicien est, selon moi, c'est lui qui parle, un double fantomatique de la phrase du grammairien. Alors voilà ce passage. Bon, je ne vous demande pas d'applaudir, n'est-ce pas, d'être nécessairement d'accord avec ça, mais voilà, si on veut déterminer quelle est la position de Collingwood, la voilà. La proposition du logicien me paraissait être un double fantomatique de la phrase du grammairien, tout comme dans leur spéculation primitive sur l'esprit, certains l'imaginent être le double fantomatique du corps.
la grammaire reconnaît une forme de discours qu'elle nomme la phrase. Et parmi les genres de phrases qui servent à l'expression verbale de questions, d'ordre, etc., celui qui sert à l'expression d'énoncé. Alors, les gens qui ont lu Boès, qui ont lu des logiciens médiévaux, croient revoir là, trouver là une division des formes de l'énoncé et du discours léguées par la tradition antico-médiévale. Il y a des phrases qui servent à poser des questions, d'autres qui donnent des ordres, d'autres qui expriment des états de choses, des états de faits. Dans la phraséologie grammaticale, ce sont des phrases indicatives. Et les logiciens ont à peu près toujours essayé de concevoir l'unité de pensée, ou ce qui est vrai ou faux, comme une espèce d'arme logique dont le corps linguistique serait la phrase indicative. Rejeter, grâce à la logique des questions et des réponses, les erreurs philosophiques dues à ce que Collingwood appelle l'ancienne association entre la logique et la grammaire, voilà ce que ce philosophe développe dans les années que j'ai indiquées et qui va être absolument balayé, rasé, si je puis dire, par les générations successives, ultérieures. Alors, le programme dissocier, rompre cette corrélation entre propositions logiques et phrases indicatives des grammairiens pour arriver à précisément cet objet nouveau que serait le binôme question-réponse à chaque fois. Tentative de dissociation donc méthodologique entre logique et grammaire. Pensez au titre de certains ouvrages, comme celui de Strawson, Subject and Predicate in Grammar and Logic. Bon, tout ce qui s'est imposé ensuite a été, au contraire, une association de logique et grammaire. Dissocier logique et grammaire, ou une distinction, mais à un autre niveau. Mais ici, dissocier logique et grammaire, cette tentative, dit Collingwood, de corréler la proposition logique avec la phrase indicative des grammairiens n'a jamais été entièrement satisfaisante. Il y a toujours eu des gens, cependant, pour remarquer que la véritable unité de pensée n'était pas la proposition, mais une chose plus complexe au sein de laquelle la proposition sert de réponse à une question. Alors ces gens, évidemment, on est un peu surpris de voir quels ils sont, mais en tout cas, le projet de Collingwood est clair. Ce qu'il se proposait de faire, c'était de substituer à la proposition comme unité de base du travail du logicien, du philosophe et du métaphysicien, ce qu'il appelait la logique des questions et réponses. À la proposition, je voulais, dit-il, substituer ce que j'appelais la logique des questions et réponses. Pourquoi ? Il me semblait que la vérité, si cela renvoyait à ce que j'avais l'habitude de rechercher dans mon travail habituel de philosophe ou d'historien, la vérité au sens où l'on qualifie de vrai une théorie philosophique ou un récit historique. Alors, vous voyez, là aussi, beaucoup de gens pourraient hurler d'emblée en disant « mais enfin, ça n'a pas de rapport, la théorie philosophique et un récit historique, ça ne va pas être, on ne peut pas chercher là la même forme, le même type de vérité, donc le même usage du mot vérité. » Bon. En tout cas, il me semblait que la vérité, si cela renvoyait à ce que j'avais l'habitude de rechercher dans mon travail habituel de philosophe ou d'historien, et n'oubliez pas que Collingwood est aussi un archéologue professionnel, il a beaucoup travaillé dans le domaine de l'archéologie de la Bretagne, c'est-à-dire de l'Angleterre romaine, n'est-ce pas ? Donc, il parle professionnel, si on peut dire, était quelque chose qui n'appartenait à aucune proposition isolée, ni non plus, ainsi que le soutenaient les théoriciens de la cohérence, à un ensemble de propositions liées entre elles. Elle appartenait plutôt à un complex of questions and answers. La logique
logique des questions-réponses maintenant. C'est bien gentil de dire qu'on va proposer une logique des questions-réponses, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, ces complexes, cet ensemble, ce complexe constitué de questions et de réponses présente une structure à chaque fois. Et cette structure n'avait jamais, dit Collingwood, été étudiée comme telle par la logique propositionnelle. Mais, avec l'aide de Bacon, alors là il s'agit de Francis Bacon, et de Descartes et de quelques autres, je pouvais risquer quelques affirmations à son sujet. Alors voici, avant de conclure, quelques éléments sur la logique des questions-réponses. On a vous voyez, I could hazard a few statements about the structure of this complex. Voilà donc les principes, disons, de cette logique et donc de reconstruction et de l'évaluation des CQR, complexes constitués de questions et de réponses. Premier point. Each question and each answer in a given complex had to be relevant or appropriate. Donc, vous avez le texte anglais, je vous laisse une seconde pour le lire. Mais on peut le traduire au fur et à mesure en français. Toute question et toute réponse d'un complexe donné devait être, alors relevant c'est pertinente, et appropriate, approprié, elle devait, had to belong, appartenir au tout et à la place qu'elle occupait dans le tout. Donc vous ne pouvez pas prélever comme ça, dit Collingwood, une question ou une réponse. Il faut considérer le tout, bien sûr, c'est une approche holistique, mais ce que vous devez considérer dans un complexe donné, si ce complexe existe et si ce n'est pas simplement une concaténation d'affirmations et de contraires ou contradictoires ou un jeu quelconque de phrases décousues, il faut que chaque question et chaque réponse soit pertinente et appropriée, appartiennent à la fois au tout et à la place qu'elle occupe dans le tout. Chaque question que vous allez considérer en tant qu'historien had to arise. Elle doit se présenter elle-même. Elle doit se poser, comme on dit, ou surgir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire d'histoire de questions qui ne se posent pas. Bon, et alors évidemment, si elles se posent, elles se sont posées d'une manière déterminée, c'est-à-dire dans un certain jeu, c'est-à-dire un certain tout, et ce tout, eh bien, elles y occupent une place déterminée. Donc on commence à voir l'idée de structure. Chaque question doit être pertinente et appropriée à ce qu'on va appeler une problématique par la suite, bien sûr. Mais il doit y avoir en elle, dans cette question, ce type de qualité, disons, that, about it, cette qualité dont on condamne l'absence lorsqu'on refuse de répondre à la question sous prétexte que cette question ne se pose pas. Bon, donc c'est ça une question pertinente, c'est une question qui doit se poser. Donc on ne va pas demander, l'historien ne fait pas l'histoire des questions qui ne se posent pas, ne se sont jamais posées, ne sauraient se poser, mais il fait l'histoire de questions qui se posent parce qu'elles méritent de se poser. Mais c'est bien ce mérite qu'il va falloir sonder. Bon, et enfin, toute réponse doit être la réponse correcte
à la bonne réponse, si vous voulez, à la question à laquelle elle prétend répondre. Alors, correct, approprié, right, ça ne veut pas dire vrai. Vous pouvez donner une réponse fausse. On peut se tromper en philosophie quand même. Et Pierre Hadot a fait un magnifique texte pour expliquer que l'histoire des contresens était plus, enfin, en tout cas aussi importante que quoi que ce soit d'autre en histoire de la philosophie, n'est-ce pas? Bon, mais la réponse que l'on donne à une question peut être à la fois correcte, c'est-à-dire être la réponse à la question, être une réponse que l'on donne à une question qu'on a comprise et à laquelle on essayait de répondre. Et puis on peut se tromper, donner une réponse fausse. Vous voyez, c'est un autre travail que de dire cette réponse est fausse, que de dire cette réponse est correcte. Bon, où commence la délimitation du travail de l'historien par rapport au travail du philosophe en histoire de la philosophie? Il est assez vraisemblable quand même qu'on va devoir accorder les deux violons, qu'il serait un peu absurde de se dire que l'histoire de la philosophie n'a d'autre intérêt et de visée au fond, de nous expliquer pourquoi et comment certaines questions se sont posées et qu'elles n'auraient aucune prétention à la vérité, ni aucune prétention à nous apprendre quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Bon, peut-être, mais en tout cas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour le moment, le cahier des charges de l'archéologue est le suivant. Il doit s'occuper de CQR, c'est-à-dire de complexes de questions et de réponses, où, pour être considérés archéologiquement, eh bien, les complexes doivent présenter les caractéristiques suivantes s'il s'agit d'histoire de la pensée, et pas d'histoire de la folie ou d'histoire de la pensée. Alors, trois questions, évidemment, vont se poser. Parce que vous pouvez, il me reste 5 minutes, vous pouvez dire, mais enfin, comment peut-on invoquer à la fois Foucault et Collingwood? Sous un angle précis. Parce que pour Collingwood, la question cruciale est de déterminer comment on passe, une fois qu'on a reconstitué les complexes de questions et de réponses, la question est de savoir comment on passe d'un complexe à un autre. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez que chez Collingwood, il y a l'équivalent de ce qu'on a appelé des paradigmes, après, et les transformations de paradigmes, etc. Mais pour le moment, il est question simplement de complexes constitués de questions et de réponses. Et voici ce qu'il écrit. L'essence de l'histoire ne réside pas dans des faits individuels, aussi intéressants soit-il. Elle réside dans le le processus ou le development, leading from one to another, qui mène de l'un à l'autre. L'historien a quand même bien en vue d'expliquer, y compris en philosophie, y compris là où il s'agit de reconstituer des ensembles, des questionnaires, de faire revivre, de réeffectuer des questionnaires d'ensemble, il a bien pour but de comprendre comment on passe d'un questionnaire à un autre. La structure donc collingwoodienne ne nous oblige pas à considérer que l'histoire serait une succession de tableaux figés, c'est pas qu'on poserait sur les murs et puis ensuite on se promènerait, on regarderait dans un sens ou dans l'autre, ou peut-être qu'on se contenterait d'éteindre la lumière et d'aller se reposer, n'est-ce pas? Bon, mais d'un autre côté, comment on passe d'un fait à un autre, d'un complexe de questions à un autre, cela pose la question du déterminisme. Ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée, dit Foucault. Vous savez que certains reprochent à Foucault son déterminisme. Et donc, est-ce que le process, le development qui conduit, mène, leading from one to another,
qui mène d'un fait à un autre doit être considéré comme déterminé. Est-ce qu'il y a de la marge? Est-ce qu'il y a de la contingence? Est-ce qu'il y a de l'irréductibilité dans ce qui mène d'un fait à un autre? Je ne peux pas encore répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que pour Collingwood, l'historien doit se demander ce qui fait que, à un moment donné, je cite, des propositions, des énoncés, des jugements, bref, dit-il, des actes d'assertion de la pensée, ou bien ce qui est asserté dans ces actes, donc soit l'acte de parole, soit son contenu, prennent le pas sur d'autres, conjointement avec les questions auxquelles ils tentent de répondre. Comment se fait-il qu'à un moment, des actes d'assertion de la pensée, ou ce qui est asserté dans ces actes, prennent le pas sur d'autres, conjointement avec les questions auxquelles ils tentent de répondre. Vous voyez, ne jamais dissocier réponse et question. Et en somme, et voilà, pourquoi un questionnaire prend-il le pas sur un autre? Eh bien, cela a trait probablement aux questions, certes, mais aussi aux réponses qui ont été données dans le cadre du questionnaire précédent. C'est ça qui est troublant. Et c'est là, je pense, que le lecteur de Collingwood rencontre celui de Foucault dans une position inconfortable et qui n'est peut-être pas la meilleure pour faire de l'histoire, je n'en sais rien, mais en tout cas, cela amène incontestablement à poser trois questions que j'appelle les trois questions archéologiques. Sommes-nous libres de poser les questions que nous posons? D'où vient le choix de nos questions? Pourquoi posons-nous une question plutôt qu'une autre? Je dis archéologique, évidemment, vous pouvez entendre ces questions d'une manière purement psychologique et dire avec Richard Rorty que ce dont s'occupe la Geistesgeschichte, dit-il, l'histoire intellectuelle, est de l'ordre des deux questions suivantes qui ont une forme apparemment psychologique, mais en fait on pourrait aller plus loin, puisque après tout, tout dépend du sens qu'on va donner à raison et de la référence qu'on va lui attribuer. Quelles raisons ont bien pu inciter un penseur à donner une importance centrale à tel problème? Pourquoi tel philosophe a-t-il, ou a-t-elle, vous voyez, je suis politiquement correct, pourquoi tel philosophe, je vais en donner la preuve en direct, donc pourquoi tel philosophe a-t-elle pris au sérieux tel problème? Pourquoi? Eh bien, la force de la réponse de Foucault est qu'elle suppose précisément qu'il y a des règles de passage d'un événement de pensée à un autre, et que ces règles sont partie intégrante de l'archive qui porte et dynamise le travail de l'historien. Voilà ce qui me fascine, m'intéresse chez Foucault. C'est sa vision de l'archive et cette formidable définition de l'archive qu'il donne dans l'archéologie du savoir, page 170, page 171, par laquelle je conclurai. L'archive, c'est d'abord la loi de ce qui peut être dit. C'est le système qui régit l'apparition des énoncés comme événements singuliers. C'est ce qui, à la racine même de l'énoncé événement et dans le corps où il se donne, définit d'entrée de jeu le système de son énonçabilité. Si on prend au sérieux tout cela, bien sûr qu'il y a de quoi travailler pendant des décennies. C'est ce qui définit le mode d'actualité de l'énoncé chose. C'est le système de son fonctionnement, c'est ce qui différencie les discours dans leur existence multiple et les spécifie dans leur durée propre. Peut-on écrire mieux? Je ne sais pas. En tout
tout cas ce n'est malheureusement pas moi qui le ferai aujourd'hui, mais deux thèses sur l'archive pour conclure. Dans ma langue, l'archive n'est pas un dépôt mort, c'est, comme le pétrole, une énergie fossile. Deuxièmement, c'est dans l'énergie de l'archive qu'il faut chercher ce qui rend nécessaire, et d'abord simplement possible, puis réel, vous voyez, on retrouve nécessaire, possible, réel, une certaine forme de pensée. Je vous remercie.